Bonjour Anne-Liva. Bonjour Adrien. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous descendez tout juste de l'avion au sens propre du terme. On peut le Hier dire. soir à peine. Je suis arrivé, je crois, vers 22h30 à Paris, après à peu près 15 heures de voyage, puisque avec les sanctions, maintenant, il n'y a plus de liaison aérienne directe avec Moscou. Donc on doit choisir de passer par un tierce pays. Et moi, c'était la Turquie. Turkish Airways, 6 vols par jour entre Istanbul et Moscou. Turkish Airways qui fait beaucoup d'argent grâce à cette guerre. Ça, c'est Il y la a réalité beaucoup de aussi. Russes qui voyagent entre la Qu'on Turquie voit moins. et Tous la ceux qui Russie. peuvent en profiter et qui ont, Absolument. pour le Les coup, avions des sont conditions pleins. moins difficiles. On va profiter de votre retour pour parler en détail de ce que vous avez vu. D'abord, ce qui nous a frappé en suivant à distance votre reportage pour Le Point. D'ailleurs, je précise qu'on lira en détail tout cela dans Le Point. Vous avez interrogé Ramzan Kadyrov, le président tchétchène. Alors, d'ici, on le voit comme l'homme de la violence, de l'autoritarisme. Il fait peur un peu vu d'Occident. Moi, il Comment m'a pas vous du tout est-il fait peur, apparu? Il était plus proche de moi que vous êtes là, Adrien, parce que vous êtes relativement éloigné. J'étais à peu près 1 mètre de lui. J'ai pu lui poser 2 questions en marge de l'inauguration le 8 mai dernier, puisque les célébrations du 9 mai, qui ont été annulées dans 24 villes de Russie pour des raisons de sécurité, avaient également été annulées à Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Donc, c'est la veille, le lundi 8 mai, qu'il y avait, disons, des manifestations officielles. Et c'est là que j'ai pu interviewer Ramzan Kadyrov, qui inaugurait une nouvelle base militaire russe, donc dépendant du ministère de la Défense russe. Il y avait d'ailleurs le vice-ministre de la Défense qui était là. C'était pas prévu du tout que je puisse l'interviewer. Ça s'est fait comme souvent de façon inopinée. J'étais avec des journalistes évidemment locaux qui sont des Tchétchènes, qui sont des correspondants des chaînes d'État russe, de la première chaîne, de Rassia Adine, etc. Il y a eu 3 questions posées, la mienne était la dernière. Alors, dans l'une des réponses qu'il vous fait, si je me souviens bien, il vous dit « On finira par vaincre le satanisme et l'extrémisme en Ukraine ». Le satanisme, est-ce qu'il y croit lui-même, à votre avis, quand il vous dit ça? Alors, je me suis souvent posé la question, vous avez raison, c'est une bonne question, et c'est la raison pour laquelle je voulais aller en Tchétchénie. Je voulais vraiment me rendre compte si cette... Les motivations, en fait. Si cette explication est crue par la population et par ceux qui la propagent. Et alors, comment ça vous est apparu? Est-ce que la population est en soutien sincère à la démarche en Ukraine, justement, à la guerre? Bon, mais là, il faudra lire mon article dans Le Point, parce que c'est pour ça que je fais de la presse écrite, pour pouvoir avoir le temps de raconter des choses complexes. Mais en gros, si vous voulez, la guerre en Tchétchénie permet aux Tchétchènes, et notamment à Kadyrov, de se refaire une légitimité. La guerre en Ukraine, la guerre d'aujourd'hui en Ukraine. Vous voyez mon dire. lapsus. Eh oui, parce que vous avez lapsus. couvert les guerres de Tchétchénie aussi. Voilà. Il y en a eu 2 et vous étiez sur le terrain à l'époque. J'ai fait un lapsus parce que justement ce que j'explique dans mon papier, c'est que à cause des 2 guerres, des 2 campagnes militaires qu'il y a eu entre la Russie et la Tchétchénie, il n'y a pas si longtemps, il y a 15-20 ans, eh bien la position de la population tchétchène n'est pas la même que celle du reste de la Russie par rapport à la guerre en Ukraine. Donc il y a une différence entre ce que pense la population tchétchène, qui est encore traumatisée par ces 2 guerres, et qui est donc très anti-guerre en Ukraine, et la position officielle donc de Ramzan Kadyrov et de ses sbires, de son gouvernement. J'ai longuement interviewé son ministre de la Presse et de la Politique nationale, qui m'a expliqué cette histoire de satanisme. Alors c'est évidemment tiré par les cheveux, mais c'est comme ça, si vous voulez, que les officiels tchétchènes essayent de convaincre les jeunes tchétchènes, c'est-à-dire ceux qui justement n'ont pas connu ces 2 guerres en Tchétchénie, parce qu'ils sont trop jeunes, d'aller faire cette guerre en Ukraine, c'est-à-dire d'être du côté russe. Ils leur disent qu'ils vont faire le djihad. Le djihad, la guerre sainte. Juste un dernier mot là-dessus. On rappelle que c'est une religion musulmane en Tchétchénie. Oui, mais pourquoi il dit ça? Parce que c'est très intéressant. Parce que moi, ça me paraît absolument invraisemblable qu'un Tchétchène puisse se dire, quand je vais faire la guerre en Ukraine du côté russe contre les Ukrainiens, je pratique le djihad. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et là, c'est très important de le comprendre, Adrien, vous savez, quand Vladimir Poutine dit qu'il est contre les valeurs occidentales, de la déchéance occidentale, du mariage pour tous, de la fluidité de genre, etc. etc. Une forme de décadence de notre part. Exactement, cette décadence, absolument. C'est le mot qu'utilisent les officiels russes. Eh bien, les officiels tchétchènes sont complètement d'accord là-dessus. Ils disent, grâce à la Russie,
Nous avons, nous, musulmans de Tchétchénie, le droit de pratiquer notre religion. Nous avons, grâce au financement de l'argent fédéral russe, le droit, nous avons bâti des milliers de mosquées, etc. Le Coran n'est pas brûlé en Tchétchénie comme il peut l'être en Suède, etc. Or, si la Russie perd en Ukraine, c'est ce que dit la propagande tchétchène, bien sûr, nous n'aurons plus ces droits-là, et c'est donc la raison pour laquelle c'est une guerre sainte. Nous sommes en train de sauver nos valeurs. Vous Parce que la imaginez Russie est vue comme une sorte de protecteur, en fait. La Russie sera le protecteur de la Tchétchénie. Vous vous rappelez d'ailleurs, dans votre papier à lire dans Le Point, oui. Que Kadyrov a été adoubé par Poutine. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un homme fantoche, un président fantoche, une sorte de pantin? Non. Alors, adoubé, c'est pas tout à fait ça, si vous voulez. D'abord, avant que ce soit Ramzan Kadyrov que l'on connaît, et il est connu sur tous les plateaux de télévision en France et en Occident, uniquement grâce à cette guerre en Ukraine, pas avant, mais pour les spécialistes de la Russie, il était connu bien avant. C'était son père avant lui qui dirigeait la Tchétchénie. Or, son père a été assassiné en 2004, justement un 9 mai. C'était un moment de commémoration de cette fameuse fête. Et c'est le fils Kadyrov, qui était trop jeune à l'époque, qui a été mis au pouvoir, mais pas tout de suite. Il a d'abord été Premier ministre, et depuis 2007, il est président. Kadyrov arrange Vladimir Poutine. C'est comme Prigojine, peut-être qu'on en parlera aussi. Bien sûr. Si vous voulez, Kadyrov est le garant pour Vladimir Poutine du contrôle de l'ordre en Tchétchénie. Mais comment contrôle-t-il sa population? Comment maintient-il le calme? Par la peur. Par la peur, par l'autoritarisme, par la dictature. Il n'y a plus d'organisation des défenses des droits de l'homme en Tchétchénie. Tout le monde a peur de parler. Il y a un culte de la personnalité absolument invraisemblable. À l'entrée de chaque village, de chaque ville, il y a, j'allais dire, quasiment la trinité, c'est-à-dire des images de Vladimir Poutine, de Kadyrov père, Ahmad Kadyrov, et de Kadyrov fils, Ramzan Kadyrov. Donc tout ça est très important. Il tient cette petite république de main de fer. Et c'est pour cela que Vladimir Poutine le tolère, l'accepte et accepte qu'il soit là depuis si longtemps. Mais du coup, Adrien, la population tchétchène, qui a, je le répète, beaucoup souffert de ces deux traumatismes par rapport à ces deux guerres contre la Russie, eh bien aujourd'hui est très contente de vivre dans la paix et se dit que c'est grâce à Ramzan Kadyrov. Donc il tient sa population. Si D'autant que le pays a été reconstruit depuis les guerres destructrices. Je vous dis, absolument. Mais le pays a été reconstruit par celui-là même qui l'a détruit. Qui a détruit la Tchétchénie? La Russie, les forces armées russes. De la même façon que les forces armées russes sont en train de détruire l'Ukraine aujourd'hui, elles ont détruit, et j'en ai été témoin, la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est minuscule, c'est grand comme 2 fois la Corse. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. A voulu faire avec la Tchétchénie, ou a fait avec la Tchétchénie à l'époque, c'est comparable à ce qu'elle veut faire en Ukraine aujourd'hui, de votre point de vue? Alors, comparable, pas tout à fait, mais il y a quand même des similitudes. Mais n'oubliez pas que la Tchétchénie était, à l'époque, et elle est encore, puisqu'elle a perdu ces 2 guerres contre la Russie, elle était une partie de la Fédération de la Russie, un sujet de la Fédération de la Russie, alors que l'Ukraine, comme tout le monde le sait aujourd'hui, depuis 1991, est un État indépendant. Mais en même temps, c'est dans les 2 cas une question d'indépendance, de volonté d'indépendance par rapport au Kremlin, par rapport à Moscou. Et dans le cas de la Tchétchénie, ça n'a pas marché, ça a été un échec, puisque la Tchétchénie aujourd'hui reste un sujet de la Fédération de Russie. C'est pour ça que la Fédération de Russie continue à financer tout ce qui se passe, toute cette reconstruction de la Tchétchénie. Kadyrov, on l'a aussi évoqué dans cette guerre, c'est l'homme qui prétendait avoir des hommes, des milliers d'hommes à mettre sur le terrain. Il prétend pas, il les a. Voilà, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous savez nous dire quelle est l'efficacité réelle de ces Tchétchènes? Où se sont-ils engagés? Dans quelle quantité? Avec quels résultats? Alors, les chiffres, Adrien, c'est comme les chiffres officiels, on ne les a pas, ni du côté russe, ni du côté ukrainien. Je dirais c'est de bonne guerre, entre guillemets. Malheureusement, c'est le brouillard de la guerre. Personne ne donne ces chiffres. Maintenant, ce qui est absolument sûr, c'est que les bataillons tchétchènes, du nom du père de Kadyrov, donc Ahmad Sil, ont participé à la prise de Marioupol. Et ils en sont très fiers. Ça, j'ai rencontré plusieurs personnes sur le terrain en Tchétchénie qui me l'ont dit. Depuis, il ne semblerait pas qu'ils aient joué un rôle
capitale en Ukraine, où de toute façon, depuis des mois, rien ne bouge du côté du front. Et qu'à Bakhmout, c'est d'autres personnes qui sont sur le front, notamment Prigojine, qui n'a rien à voir avec Kadyrov, même si évidemment ils se connaissent et s'il y a eu des rencontres entre les deux. Tous les deux un lien particulier avec Vladimir Poutine. Il y a quand même un lien direct entre Kadyrov. Ça n'est pas le même lien. Dites-nous la différence. La différence, je crois que je viens de passer plusieurs minutes à vous expliquer quel était le lien de subordination entre Ramzan Kadyrov, qui doit tout à Vladimir Poutine et qui est lui-même une figure, si vous voulez, à l'intérieur du système politique poutinien, alors que Yevgeny Prigojine n'est pas une figure à l'intérieur d'une administration quelconque qui ne représente que lui-même. Mais les deux servent la politique de Vladimir Poutine. Et si on en vient à Yevgeny Prigojine, lui, il a... si vous voulez, je ne suis même pas sûre que les diatribes absolument démentielles que l'on a entendues les derniers jours et les dernières semaines... Et de plus en plus démentielles d'ailleurs. Yevgeny Prigojine qui critique Shoigu, le ministre de la Défense, qui insulte tout le monde, etc. Mais je ne suis même pas sûre, Adrien, que Vladimir Poutine soit au courant de ces vidéos. Je pense qu'on les lui cache. Je pense qu'il ne les regarde pas. Mais comment les verrait-il? Puisque ces vidéos ne sont jamais publiées sur les chaînes d'État russes. Or, Vladimir Poutine, on le sait, regarde les chaînes d'État russes, mais rien d'autre. Il n'est jamais sur Internet, il n'est jamais sur des chaînes Telegram. Or, c'est là-dessus, c'est sur ces médias sociaux-là que Yevgeny Prigojine poste ses diatribes. Et moi, je pense qu'il est possible qu'on les lui cache. Donc ce que vous nous décrivez, c'est un président russe, Vladimir Poutine, qui potentiellement ne sait pas tout. Vous évoquez la situation en Russie. Oui. On rapportait hier sur ce plateau ici même les difficultés dans plusieurs régions. Avec un exemple, la Carélie. C'est très loin de la Tchétchénie. On est au nord-ouest du pays. On est à peu près à la frontière avec la Finlande. Un exemple très concret, il a été demandé de fournir 800 soldats sous contrat. Seules 100 personnes se sont présentées. Autrement dit, c'est un échec retentissant. La spécialiste de la Russie, Anna Kolen-Lebedev, il voit plusieurs raisons. Peut-être que les entreprises locales ont besoin de leurs salariés et donc font tout pour les retenir. Peut-être aussi, et je vais la citer, que les Russes, dit-elle, semblent continuer à faire ce qu'on leur a demandé de faire pendant 30 ans, s'occuper de leur peau avant tout et laisser la politique et donc la guerre se dérouler ailleurs. Quelle est, votre analyse, votre regard? Justement, c'est très intéressant ce que vous dites parce que depuis le mois d'octobre, je suis pratiquement tout le temps en Russie pour essayer justement de saisir ce qui s'y passe. Eh bien, ce qui me frappe lors de ce dernier voyage, les dernières 6 semaines que je viens de passer en Russie, c'est que on a l'impression en Russie qu'il ne se passe rien, Adrien. C'est-à-dire qu'il peut tomber des drones sur le Kremlin, il peut y avoir des avions et des hélicoptères abattus, comme il y a eu ces derniers jours, avec des équipages qui sont tués. Eh bien, il peut y avoir des dizaines d'actes de sabotage depuis le début de l'année. Exactement, et une multiplication des drones. Tout est minimisé en Russie. Mais là, il y a une différence entre justement ce que disent les médias russes, c'est-à-dire rien, en tout cas sur les sujets que je viens de vous évoquer, et ce qui est dit du matin au soir, au contraire, sur les médias sociaux. Il y a une dichotomie énorme. Mais si on analyse ce qui vient du pouvoir russe, moi j'ai cette étrange impression on veut faire que Vladimir Poutine, qui est celui qui a engagé cette guerre, qui a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, eh bien aujourd'hui voudrait pratiquement faire comme si cette guerre n'existait pas, tellement elle finit par le gêner. C'est-à-dire, comme elle provoque des dissensions et des troubles à l'intérieur de sa société et de ses élites politiques, il a déclenché cette guerre, mais il n'a pas gagné, et c'est aujourd'hui comme s'il ne voulait plus la voir. Donc, on le voit même d'après ce qu'il dit dans ses discours, et le dernier qu'il a fait lors des commémorations du 9 mai. La seule chose que dit Vladimir Poutine, c'est « on nous fait la guerre ». L'Occident nous fait la guerre. Donc il est dans un état de déni tel que maintenant il est absolument convaincu que c'est l'Occident qui lui fait la guerre. Le déni est une forme d'impuissance aussi, Anniva, parce qu'on voit toute une série de décrets qui sont pris en permanence des votes à la Douma. L'un des derniers décrets, c'est de dire vous aurez un nouveau passeport russe si vous signez un contrat de 6 mois avec l'armée et si vous acceptez de servir dans l'opération spéciale. Autrement dit, la guerre en Ukraine. Il fait appel au patriotisme russe en disant aussi il y a une âme, il faut défendre la nation. Mais que voulez-vous qu'il dise d'autre? C'est son seul argument. Mais évidemment. Et comme pour moi,
Yevgeny Prigojine, je reviens sur cette personnalité dont on parle énormément en Occident, mais qui fait peur aux élites russes parce qu'il gêne les élites russes, et notamment par ses propos et par son emploi de la violence, mais il ne gêne pas la population russe. Ça, je voudrais le souligner. Yevgeny Prigojine, quand on en parle, quels que soient les interlocuteurs en Russie, il ne gêne personne. Pourquoi ? Parce que justement, il est perçu par la population russe comme celui grâce auquel, eh bien, les Russes qui comptent, si vous voulez, ne vont pas aller mourir sur le terrain. Et ceux qui vont aller mourir sur le terrain seront les Russes qui ne comptent pas. Et qui sont les Russes qui ne comptent pas ? Eh bien, ce sont les prisonniers. Les prisonniers, Yevgeny Prigojine est un prisonnier lui-même. Et j'ai rencontré, figurez-vous, en Tchétchénie, je cite son témoignage dans mon reportage du Point, un ancien prisonnier tchétchène qui, dans la prison dans laquelle il était, dans la région de Ryazan, a côtoyé. Lui, il a été libéré avant le début de la guerre en Ukraine, mais il a côtoyé des dizaines de prisonniers qui ont accepté le deal de Prigojine, c'est-à-dire de sortir de prison pour aller combattre en Ukraine. Et il me disait, mais ces prisonniers... Je lui ai dit, mais toi, tu l'aurais accepté ? Il me dit, pourquoi pas, je l'aurais accepté. Parce que quand tu es prisonnier, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est qu'on te libère. Il me dit, mais l'Ukraine, on s'en fout. Pardon, excusez-moi, Adrien, pour ces mots-là, mais il m'a dit même des mots encore plus terribles sur l'Ukraine. C'est-à-dire que le seul but des prisonniers, c'est pour ça que Wagner va les chercher, c'est de sortir, c'est de redevenir libre. C'est pas un soutien à la guerre. Et c'est la raison pour laquelle, comme c'est une bonne idée, une idée qui permet d'éviter à tout prix une seconde vague de mobilisation en Russie, c'est la raison pour laquelle le ministère de la Défense russe a en quelque sorte volé cette idée à Prigojine, puisque maintenant, ça n'est plus Prigojine qui va demander aux prisonniers de sortir, mais c'est le ministère de la Défense. Annie Vaillet, une question, et peut-être que vous avez justement cette impression de première main. L'état de la Russie, la solidité de la Russie. On se demande souvent, et on se pose la question sur nos plateaux, le pays peut-il s'effondrer ? Le régime de Poutine peut-il s'effondrer ? Alors on n'a pas de boule de cristal, mais il y a des analyses, il y a des éléments. Je prends nos désirs pour des réalités. Et on va trop vite en besogne. Il y a évidemment en Russie et notamment dans certaines régions, et là, une fois de plus j'ai déjà enquêté là-dessus, il faut se référer à mes anciens articles du Point, notamment à Ulan-Ude, la capitale de la Bouriatie, dans ces républiques de la Fédération de Russie qui sont peuplées de Russes, de passeports, mais non ethniques. Oui. Eh bien, il y a là des velléités chez certains, bien sûr, de dislocation de l'immense Fédération de Russie. Mais l'immense majorité de la population continue à considérer que la Fédération de Russie est encore le seul moyen de vivre, si vous voulez, de gérer cet immense pays. Et Vladimir Poutine le sait parfaitement bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il essaye finalement de faire ce qu'il peut en ne mettant pas en danger ses propres citoyens. Mais s'il y a dans les semaines qui viennent, ou dans les mois qui viennent, une seconde vague de mobilisation en Russie, il y aura de nouveau, si vous voulez, ça va forcément aboutir à une nouvelle vague de prise de conscience de cette guerre aux portes de la Russie. Voire de fuite à nouveau, parce que même la Tchétchénie n'a pas été exonérée de fuite vers l'étranger. On l'a vu en Russie, ça vaut pour tous les bouts de la Fédération. Oui, mais ça reste, évidemment, c'est en même temps très impressionnant, et il faut, nous journalistes, que nous le soulignons. Mais bien sûr que ça reste marginal. Le gros des Russes reste en Russie. Tout le monde ne peut pas se permettre de partir, bien sûr. La question des sanctions occidentales, vous qui avez vu ce qu'est la vie quotidienne des Russes, des Tchétchènes, est-ce que ça pèse sur leur quotidien ou est-ce que tout cela est totalement indifférent et la vie se continue comme si de rien n'était ? Non, comme je l'ai déjà dit et que je l'ai déjà écrit, pour le moment, d'ailleurs je ne suis pas la seule à le dire, les sanctions c'est un poison lent. Dans la vie quotidienne des Russes, cela ne pèse pas. En tout cas, ça dépend pour qui, mais du russe moyen, et moi je m'intéresse aux russes moyens, c'est-à-dire à la majorité des Russes. Je ne parle pas des élites. Les élites, évidemment, doivent maintenant payer plus cher, puisqu'il faut passer par Istanbul ou par Dubaï, comme je l'ai fait, ou par ceci, pour pouvoir aller en Occident. Les oligarques, ça c'est encore un cran au-dessus, ont leur yacht, etc., auxquels ils n'ont plus accès. Mais enfin bon, ça c'est une minorité de la population russe. La majorité de la population russe, ce sont des gens qui ne pouvaient
déjà pas se permettre de sortir de Russie. Donc, au contraire, parfois, dans cette population, ça peut amener un regain de patriotisme qui n'était pas est présent au départ, à savoir, ah bon, ben on peut plus acheter du fromage français, et ben on va en produire nous-mêmes du fromage russe. Vous voyez, ça, j'ai été confrontée de maintes reprises. Donc la Russie n'est pas encore à terre, c'est ce que vous nous dites. On vous lit en détail dans le point. Merci beaucoup, Anne-Niva. C'était passionnant. Merci d'être venue quelques heures après votre descente d'avion. Pouvoir me reposer. Un plaisir, bon repos et à très bientôt malgré tout. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. D'abord votre météo, Ange.